L'heure de Ferry, ravi de vous retrouver comme tous les samedis pour ce rendez-vous à 12h50. Évidemment, rendez-vous est pris. Bonjour Luc Ferry. Bonjour Marie. Ravi de vous retrouver en ce samedi midi, 1 heure ensemble en effet, à chaque fois pour prendre le temps, s'arrêter, se questionner, aller plus loin et partager aussi votre regard aiguisé sur l'actualité et ses conséquences. Je dois avouer, oui. mais ça m'est arrivé plusieurs fois depuis le début de cette saison, que j'ai appris quelque chose avec vous cette semaine en préparant cette émission. Parlons en effet ensemble, pour débuter, cette heure ensemble d'un concept utile, très utile dans le débat politique du moment, le paradoxe de Tocqueville. Oui. Qu'est-ce que c'est ? On va voir ça et s'arrêter longuement avec vous. Plus une démocratie finalement réduit ses inégalités, plus celle qui subsiste, celle qui reste, semble intolérable aux yeux des citoyens, très clairement. Et j'ai envie de vous poser cette première question. Notre exigence pour l'égalité, dont il faut louer les bénéfices, oui, bien sûr, a-t-elle aussi des effets pervers ? Oui, c'est un texte très intéressant pour ceux qui nous écoutent. Alors ça, c'est mon côté prof. C'est dans la démocratie en Amérique, c'est au livre 2, chapitre 13. Voilà, j'ai fait mon côté prof. Vous me pardonnez, mais ça vaut la peine parce que c'est génial. Mais j'ai appris énormément de choses. C'est vrai que c'est passionnant. C'est un texte absolument magnifique et d'une intelligence incroyable. J'aime pas toujours Tocqueville, mais enfin, dans 99% de cas, je le trouve quand même absolument admirable. Et là, c'est un raisonnement en 3 temps. Il rappelle qu'avec la nuit du 4 août, avec la Révolution française, on a supprimé les inégalités de droit, donc les privilèges, qu'on appelle l'abolition des privilèges, la nuit du 4 août. Donc il n'y a plus de différence entre aristocrates et entre roturiers, entre bourgeois sur le plan juridique et politique. Donc on a aboli l'égalité. Et ce qu'il explique, c'est que du coup, ça donne le sentiment que tout est possible. Et c'est ça le sentiment démocratique. Tout est possible, tout est ouvert. Je vous lis un tout petit passage. Une carrière immense est aisée. Elle semble possible, elle s'en s'ouvrir à tous devant l'ambition des hommes. Et ils se figurent volontiers qu'ils sont appelés à de grandes destinées. Mais c'est là une vue erronée que l'expérience corrige tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'on n'appartient plus à des corps, on n'est plus que des petits individus atomisés. Et du coup, on est très faible, on est tous, on est sans force. On n'a plus la force du corps qui vous poussait. Par exemple, je sais pas, moi, la vieille franc-maçonnerie des charpentiers qui construisaient les cathédrales, voilà, c'était les francs-maçons, les maçons libres. À l'origine, c'était des corporations d'artisans qui se soutenaient entre eux et qui se propulsaient entre eux, qui se trouvaient du travail, etc., qui se protégeaient. Là, on est tout seul, on est des petits individus tout seuls, donc on s'imagine que tout est possible, mais en vérité, on est des petits individus extrêmement faibles. Alors, le deuxième temps, c'est que les inégalités subsistent, évidemment, parce Bien sûr, elles ne peuvent pas disparaître. Elles ne peuvent pas disparaître, voilà. Aussi loin qu'on pousse l'égalité, il reste malheureusement l'égalité sociale, il reste des inégalités qui sont, comme dit Tocqueville, celles que Dieu a distribuées entre les hommes. Aujourd'hui, on dirait que la nature peut-être distribue, la génétique distribue entre les humains, notamment évidemment les inégalités d'intelligence, mais aussi de mémoire, de force, de beauté, les talents naturels. Voilà, ça reste des inégalités que on peut pas corriger. Et du coup, troisième temps du raisonnement de Tocqueville, tout ce qui dépasse est insupportable. Mais il n'y a pas que ça. Plus on s'approche du but de l'égalité parfaite, plus les inégalités qui nous en éloignent paraissent injustes et donc insupportables. Moi, je trouve que le meilleur exemple, c'est le féminisme. La condition féminine a changé davantage en 50 ans qu'en 500 ans dans la vieille Europe. En gros, c'est à peu près ça. Voilà. Moi, je me souviens encore de ma mère et ma grand-mère allant voter pour la première fois en 1958. Voilà, c'est la première fois qu'elles votaient. Ils n'ont obtenu qu'à ce moment-là, en effet. Évidemment que toutes les professions se sont ouvertes aux femmes, mais jamais les discriminations MeToo n'ont été aussi insupportables qu'aujourd'hui. Même chose avec l'homosexualité, d'une certaine manière. L'homosexualité pendant jusqu'aux années 80, dans certains pays même d'Europe, était considérée encore comme Souvenez-vous que Turing, par exemple, c'est les années 30, mais enfin, il était jeté en prison. On était encore jeté en prison. Comme une déviance. Bien sûr, une déviance, Et donc, et néanmoins, les crimes homophobes ou même les insultes homophobes paraissent, à juste titre, évidemment, j'en suis ravi, mais plus insupportables que jamais. Voilà. Donc, ce que dit Tocqueville, c'est plus on s'approche du but, paradoxalement, plus ce qui nous en éloigne est insupportable. D'où la haine absolue de tout ce qui ressemble à une inégalité. Alors qu'en France, je regardais les travaux de l'Observatoire des inégalités avant de venir, on est un pays qui est quand même très inégalitaire, très égalitaire, qui était très inégalitaire et qui est devenu très
très égalitaire après impôt, notamment. La redistribution en France marche incroyablement. Je vous donne le chiffre de l'Observatoire que j'ai vérifié, je vais pas vérifier moi-même, mais que j'ai appris ce matin. Avant impôt, les inégalités entre les 10% des plus riches en France et les 10% des plus pauvres, on laisse les très très riches de côté. Mais 10% des plus riches, c'est de 1 à 8, et après impôt, c'est de 1 à 3. Vous voyez, donc on est un pays qui est quand même très très égalitariste, tant mieux d'une certaine manière. Mais cette réalité-là n'infuse que très peu, et on aura l'occasion d'en rediscuter avec les propos, encore une fois cette semaine, qui ont marqué l'actualité, d'un Jean-Luc Mélenchon ou d'une Sophie Binet de la CGT. Tocqueville, qui décrit mieux peut-être que personne les raisons de cette insatisfaction personnelle et permanente. Vous citiez tout à l'heure, il décrit aussi: les hommes ne fonderont jamais une égalité qui leur suffise. Un peuple a beau faire des efforts, il ne parviendra pas à rendre les conditions parfaitement égales dans son sein. Exactement. Et c'est vrai qu'on est parfaitement là-dedans. On arrive à ce point d'orgue, peut-être plus exacerbé encore aujourd'hui. Oui, et 75% des Français pensent que les inégalités ont augmenté dans les 5 dernières années. Vous voyez, alors que c'est pas vrai, c'est faux, factuellement faux. Mais ce sentiment-là, ça confirme tout à fait ce que dit Tocqueville. Plus on avance vers l'égalité, plus ce qui nous en sépare est insupportable. C'est vrai pour les inégalités sociales, les inégalités de revenus, mais aussi les inégalités, je dirais, de statut. C'est pour ça que je parlais des femmes et des homosexuels. Et là, c'est très très frappant que c'est de plus en plus insupportable. Alors, la grande question qui s'est posée dans la philosophie politique, c'est comment rendre ces inégalités résiduelles, si je puis dire, ou qui sont encore réelles. Elles sont évidemment réelles, mais elles sont malgré tout résiduelles par rapport à l'ancien régime, ça n'a rien à voir, ou même par rapport aux années 30 dans nos démocraties, ou même par rapport aux années 50. Bien sûr. Et donc, ces inégalités sont incroyablement plus faibles aujourd'hui qu'il y a 50 ou 60 ans, mais comment les rendre acceptables? Et c'est tout le problème, et ça c'est très intéressant, un texte magnifique aussi, de la théorie de la justice de John Rawls, qui est le philosophe américain le plus connu au monde, en France pas très connu, mais qui a écrit une théorie de la justice dans laquelle il se pose la question de savoir comment rendre les inégalités acceptables. Parce qu'il dit, en soi, les inégalités sont pas mauvaises. C'est normal que, je sais pas, le patron d'LVMH ou le patron de Stellantis soit payé plus cher que la standardiste ou le... On y revient. C'est normal. C'est normal, peut-être pas pour tous. Oui, mais sinon, il irait travailler ailleurs parce qu'il y a un marché du travail mondial. Bien sûr. Si on le payait au SMIC, il irait travailler ailleurs. Et comme il est malgré tout très très bon dans son domaine, sinon d'ailleurs il serait pas coopté par les actionnaires, et il n'est pas facilement remplaçable parce que c'est quand même des métiers extrêmement difficiles. Voilà, tout le monde n'est pas remplaçable par tout le monde, c'est pas vrai. Voilà, donc il y a forcément des inégalités qui restent en place, mais comment les rendre acceptables? Et la thèse de Rawls, elle est très intéressante parce qu'elle consiste à dire deux choses. D'abord que le talent et le mérite, il faut pas les confondre. Le talent, il n'y a aucun mérite à avoir du talent. Voilà, il n'y a aucun mérite à être plus intelligent que les autres. C'est évident que Cédric Villani, mais d'Ashfield en mathématiques, est plus intelligent que moi. Il n'y a aucun doute. Parce que c'est naturel. Ça, c'est génétique. J'y peux rien. Ça, franchement, la génétique a raison. Et donc, incontestablement, il y a une part aussi de culture et d'histoire, mais il y a incontestablement une base génétique dans l'intelligence. Donc ça, on n'y peut rien. Et donc, mais il n'y a aucun mérite à être intelligent. Voilà. Il n'y a aucun mérite à être beau, il n'y a aucun mérite à être fort, il n'y a aucun mérite à avoir un corps d'athlète sublime, de même qu'il n'y a pas de démérite à pas l'avoir. Voilà. Mérite donc, peut-être à l'entretenir. À l'entretenir, voilà, très bien. Il y a un certain... D'ailleurs, c'est vrai que c'est très fatigant. Je vous rejoins. Mais il n'y a pas... Autrement dit, très souvent, on confond le talent et le mérite. Autrement dit, le salaire des grands patrons, pour prendre cet exemple, c'est pas une question morale. C'est une question de talent, c'est pas une question de mérite, à la limite. Laissons la morale et le mérite complètement de côté. Et donc, on reviendra d'ailleurs sur cette question du salaire des grands patrons, de ce qu'ils peuvent gagner et des propos de certains élus. Mais juste une question, j'en reviens à mon introduction, ces effets pervers de cette exigence pour l'égalité. Nous sommes peut-être en Occident, sans doute l'une des périodes la plus favorable de toute l'histoire de l'humanité. Vous le répétez très régulièrement à juste titre. Il y a des inégalités, évidemment, et des drames. Mais en termes de prospérité, de santé ou de liberté politique individuelle. Oui, c'est incomparable avec le reste du monde. Comment
constater, expliquer que certaines thèses, séduisent autant, notamment chez les plus jeunes, constatant et déplorant ces inégalités du monde. Justement, c'est là que Tocqueville nous est très utile, parce qu'il explique très bien qu'en effet, nous sommes dans des sociétés, en gros, les plus égalitaires de toute l'histoire de l'humanité, les plus riches de toute l'histoire de l'humanité, les plus libres de toute l'histoire de l'humanité, et tout le monde râle, en particulier à l'extrême gauche. Et donc c'est ça, mais en partie aussi à la droite de la droite. Les deux extrêmes sont râleurs, voilà, et se plaignent au lieu de dire, quand même, on a une chance inouïe d'être dans une société. Alors essayons de l'améliorer. Il ne s'agit pas de s'endormir. Alors ce que dit Rawls, juste pour terminer là-dessus, pour essayer de faire comprendre à ceux qui continuent à râler, donc dans le sillage de votre remarque, de votre observation, il dit voilà, un système est juste, non pas quand il n'y a pas d'inégalité, il faut qu'il y ait des inégalités, parce qu'il faut bien que les inégalités de talent s'exprime. Donc c'est une société qui serait complètement égalitaire, serait mauvaise. Il faut qu'il y ait des inégalités, mais pour qu'elles soient acceptables, il faut que dans une société inégalitaire, le plus défavorisé sache qu'il serait moins bien dans toute autre société que celle dans laquelle il vit. Autrement dit, il faut que les inégalités profitent aux plus pauvres, aux plus misérables, à celui qui est le moins bien doté, et qui sache, il vaut mieux gagner 5 000 € dans une société très inégalitaire que 1 000 € dans une société totalement égalitaire. C'est ça la thèse de Rawls, voilà. Et ça, c'est assez génial comme idée. Mais c'est très difficile à faire passer, évidemment, parce qu'on n'est jamais certain que vraiment les inégalités profitent à tout le monde. Comment tomber ou ne pas tomber dans une forme de démagogie qui ferait qu'effectivement on déplore ces inégalités sans rien faire forcément. C'est un exercice extrêmement compliqué et qui s'éprouve chaque jour. Ça supposerait une transparence totale de la société, une honnêteté parfaite à laquelle personne ne peut prétendre. Mais néanmoins, ce qu'on peut dire tout simplement, c'est que ça correspond concrètement à des sociétés libérales social-démocrates. Voilà, ça correspond à ça, ou dans une société dans lesquelles les richesses servent quand même à faire en sorte que les plus défavorisés soient mieux que dans n'importe quelle autre société, et c'est le cas aujourd'hui. Bien sûr. Les plus défavorisés dans la vieille Europe de l'Ouest sont quand même mieux que dans toute autre société aujourd'hui. On est mieux qu'à Gaza, en Iran, en Afghanistan et même aux États-Unis. On parlait de Jean-Luc Mélenchon. J'aimerais qu'on écoute ensemble cette sortie à l'occasion d'un meeting qu'il tenait cette semaine à Angers sur la question de l'immoralité de certains ou même de tous les milliardaires et en discuter avec vous ensuite. Oui. Les uns accumulent sans fin et les autres se font dépouiller d'eux-mêmes. En parallèle exact, tout ce qui va aux milliardaires a été retiré à ceux qui produisent. Voilà la vérité qui fait qu'il est immoral d'être milliardaire. On est sur les fondamentaux du leader insoumis, très clairement. C'est la démagogie à l'état chimiquement pur, mais là où évidemment où il se trompe totalement, mais il le sait très bien parce que c'est un homme intelligent, mais c'est que c'est pas une question morale. S'agissant des grands chefs d'entreprise, quand un Bernard Arnault peut dire tranquillement, à juste titre, qu'il a créé en France et dans le monde, environ 200 000 emplois directs ou indirects. J'entendais d'ailleurs un journaliste économique expliquer que le salaire moyen chez LVMH est de 5 700 € par mois. Interrogée sur le sujet, la patronne de la CGT était un peu sans réponse. Alors évidemment, donc oui, mais c'est le ressentiment, la jalousie, la haine. Et ça, c'est ce qu'explique très bien Tocqueville, c'est que la jalousie, les têtes qui dépassent, il faut les couper immédiatement. Ça a toujours été la thèse de l'extrême gauche. Et donc c'est pas une question morale, encore une fois, qu'un très grand chef d'entreprise, incroyablement talentueux, qui rend des services à son pays de manière incomparable avec Madame Binet, c'est normal qu'il soit payé plus cher, c'est tout. C'est le marché qui en décide. C'est pas une question morale. Ça n'a rien à voir avec la morale. C'est une question de talent et d'utilité publique. Et je suis désolé, mais Bernard Arnault ou François Pinault sont 1000 fois plus utiles que... je suis désolé pour la France qu'un militant de la CGT. Je dis, j'y peux rien, c'est comme ça. Oui, il crée plus d'emplois. Il crée plus d'emplois. Et plus de richesses. Plus d'emplois, plus de richesses, plus de rayonnement de la France à l'étranger. Et quand Notre-Dame est par terre, c'est lui qui aide à la reconstruire. Un sujet, en tout cas, oui, parce que LVMH... Donc je dis, pour l'ensemble de la France, c'est plus utile. Je suis désolé de le dire. Je dis pas que le CGTiste est inutile. Je dis simplement que c'est normal que ceux qui sont les plus utiles, c'est pas une question morale, soient mieux rétribués que ceux qui sont moins utiles. Voilà, c'est comme ça que fonctionne la société. J'aimerais aussi vous soumettre cet échange à l'occasion d'une commission d'enquête.
un Benjamin Lucas, un élu écologiste qui a interrogé un grand patron, pour ne pas le nommer, Luca Di Meo, le patron, le directeur général de Renault. Oui. Cette question et la manière, la tournure, la réflexion qui est posée, qui fait écho aussi à ce que vous développez là. J'aimerais qu'on l'entende et on en discute ensuite. Là encore, c'est la morale qui revient, oui. Absolument. Vous disiez tout à l'heure, tout le monde souffre. Je trouvais ça assez curieux parce que votre rémunération l'année en 2024, c'est 1,7 million d'euros fixe annuel, plus 30% quand même en 2024. Ça fera sans doute rêver beaucoup de salariés qui nous regardent. 5,5 millions d'euros sur un an hors action, c'est-à-dire l'équivalent, pour qu'on ait bien en tête ce que ça représente, de 260 personnes au SMIC. C'est à peu près le nombre de salariés qu'il y a aux fonderies de Bretagne, 260, ils sont 300. Ma question, elle est donc simple. Est-ce que vous pensez, monsieur le directeur général, que moralement, intellectuellement, par la force de votre travail, vous valez 260 travailleurs ? Valez-vous 260 travailleurs, moralement, intellectuellement? Voilà. Ce qui est fou, c'est le moralement. Encore une fois, si je mets ce monsieur que je ne connais pas, mais si je le mets à la tête de Stellantis ou de Renault ou de Peugeot, et qu'on a 10 000 chômeurs dans l'année en plus, et que la boîte fait faillite, ce qui sera probablement le cas, puisqu'il ne connaît rien à rien en matière de direction d'entreprise, est-ce que moralement, ce sera mieux? Donc, c'est pas une question morale, c'est une question de marché du travail. Et donc, si le patron d'une boîte coule sa boîte et ne rend pas service, croyez-moi, il sera viré par les actionnaires dans le quart d'heure. Il ne sera pas payé la somme qu'est payée Luca Di Meo. Est-ce que la tournure du débat, public et du débat politique est en train de prendre, avec des mots aussi, le choix des mots, les rats quittent le navire, les nuisibles avant-hier, qu'est-ce que cela vous inspire de ce qu'est aujourd'hui notre société encore plus fracturée, qui retrouve encore des raisons de se diviser sur ces questions-là? Mais vous êtes jeune et 1000 fois beaucoup plus jeune que moi, mais en 68, c'était 1000 fois pire. Voilà, tous mes copains étaient maoïstes, ils étaient communistes, ils étaient trotskistes, voilà, et ils étaient des millions. Pas mes copains, mais leur équivalent dans la rue. Voilà, et donc c'était, il y a 10 millions de grévistes et c'était 1000 fois pire. Avec cette idée que l'entreprise, c'était le lieu de l'exploitation maximale de l'homme par l'homme. Donc là, on a quelques cuits de bulot qui n'ont toujours pas compris ce qui se passe, mais et puis qui croient qu'une fois que le salaire des chefs d'entreprise est une question morale, alors que c'est pas le cas. C'est uniquement le service qu'ils rendent. Parce qu'encore une fois, les actionnaires sont absolument pas plus aimables que ce monsieur. Et si le patron fait pas son boulot, il est viré. Simplement, il est très probable que Luca Di Meo a fait un travail formidable, d'ailleurs c'est ce qui est le cas, et que si on mettait, encore une fois, cet écologiste à sa place et qu'on avait des milliers de chômeurs en plus, ce serait un désastre pour l'entreprise, pour les chômeurs et pour la France. Voilà, après, c'est ça. Voilà. Des sommes, des montants gigantesques pour certains. Oui, j'aime pas ça. Alors, je suis pas pour. Vous n'êtes pas pour? Non. Je pense qu'il y a un moment où je parle du salaire personnel, si je puis dire. Voilà, je parle pas de la richesse de l'entreprise. Bien sûr. Parce que quand on dit que tel ou tel grand patron a telle ou telle fortune, on compte tous ses biens. Voilà, et notamment la richesse de l'entreprise si on la vendait ou sa valorisation. Bon, c'est pas ça. Mais je pense que les écarts de revenus, de salaire, à proprement parler, pour un CEO, pour un PDG, pour le dire en bon français, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une limite, mais je vous explique laquelle, pas a priori, mais qui soit l'intéressement et la participation. Autrement dit, qu'il y ait un pourcentage clair entre le revenu, le salaire du big boss et ce que reçoivent les salariés quand l'entreprise progresse et qu'elle gagne plus. Ce que le politique a tenté à un moment donné, mais pas forcément de la meilleure manière. Voilà, moi je suis un vieux gaulliste, et je pense qu'il doit y avoir une proportion. Et je vous dis pourquoi, parce que sinon on n'est plus dans le même bateau. Vous savez, moi, mon éditeur, je dis toujours, je raconte ça parce que j'ai beaucoup d'admiration pour lui. J'avais un éditeur qui un jour a partagé toutes les stock options de sa boîte avec ses salariés, qui dans l'année ont gagné, je sais pas, 20 fois, 30 fois plus que ce qu'ils gagnaient normalement en un an. Voilà. Du coup, dans la boîte, l'atmosphère était tout à fait autre qu'avant ou que dans d'autres boîtes. Voilà. Et si vous voulez, je prends un modèle qui est très simple à comprendre, c'est le modèle des droits d'auteur pour un écrivain. Là, je connais. Le modèle des droits d'auteur, vous vendez des livres. Quand je discute avec mon éditeur, il commence toujours à me dire, écoute, c'est la loi, je vais te donner 10-12%. Je lui dis, t'es gentil, mais c'est moi qui écris le livre, donc tu vas me donner 15-18% ou plus. On va négocier. Message à l'éditeur. Voilà, message à l'éditeur. Mais une fois qu'on s'est mis d'accord pour tel ou tel pourcentage, quand il vend beaucoup de livres, il gagne beaucoup d'argent, mais moi aussi. Et donc, il y a un rapport entre mon pourcentage sur les livres vendus
et son pourcentage, et c'est la même chose pour le libraire et pour le diffuseur. Bien sûr. Ça, c'est un bon système. Voilà, c'est un système d'intéressement et de participation. Donc, je veux pas qu'il y ait une limite a priori aux revenus des grands PDG. Tant mieux s'ils gagnent des milliards, mais que le dernier, c'est la Rolls, qui travaille dans la boîte, la petite standardiste ou le petit gars qui est manutentionnaire, si la boîte marche, il gagne à proportion de ce qu'a gagné le patron. Il puisse lui aussi toucher les bénéfices via l'intéressement. Et ça, c'est la vraie justice. Exactement. Mais ça, c'est la vraie justice à la John Rawls. Voilà. Et je trouve que c'est génial comme idée. À ce moment de l'émission, on aimerait et j'aimerais avec vous, le philosophe, le professeur aussi, parler de cette défiance croissante de la jeunesse française à l'égard de la science, qui est loin, très loin, quand on fait les calculs, d'être une illusion d'optique, si l'on en juge le faible nombre de jeunes qui perçoivent aujourd'hui positivement ces bienfaits pour l'humanité. Comment développer aujourd'hui, Luc, l'esprit scientifique à l'heure du complotisme? Vaste question. On affiche en ce moment la définition de ce qu'est le complotisme. La confiance est nécessaire à toute vie sociale et plus encore dans les sociétés démocratiques qui s'organisent autour du progrès, de la connaissance et de la division du travail intellectuel. Mais quel bilan faire aujourd'hui de cette approche, de cet esprit scientifique par notre jeunesse à l'heure formidable de ce téléphone portable-là, des réseaux sociaux? C'est un défi, une gageure gigantesque. C'est un désastre et ça me désole, voilà, parce que on va rentrer dans un monde, notamment à cause de l'intelligence artificielle et des deepfakes et des jumeaux numériques, dans laquelle, je vous garantis, c'est vrai, on ne saura plus jamais si quelque chose, une vidéo qu'on a vue, si c'est vrai ou pas. Il y a là, vous l'avez sûrement vu comme moi parce qu'elle est partout, il y a une vidéo de Madame Mélanie qui insulte Emmanuel Macron et qui tourne absolument partout. Elle parle beaucoup de l'Afrique, des méfaits de la colonisation française en Afrique, etc. Et en Afrique, ça fait des dégâts parce que tout le monde pense que c'est vrai. C'est très très bien fait. Et c'est indétectable. Voilà. Donc on va rentrer dans un monde où sans esprit critique pour nos enfants, il sera impossible de savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux. Et sans la science, il n'y a pas d'esprit critique. Vous voyez ? Et donc moi je suis désolé, toutes les enquêtes montrent que le déclin des connaissances scientifiques en France d'une manière générale et chez nos élèves en particulier, c'est un déclin qui est incroyablement rapide et préoccupant. J'avais fait avec Étienne Klein, notre physicien, un livre sur justement le déclin des vocations pour les carrières scientifiques en France. Donc il y a un déclin absolument considérable pour les... Il y a un désamour de la matière. Un désamour. Alors, on comprend bien pourquoi. Moi, ma thèse, bon, je sais qu'elle est un peu pénible à entendre, mais c'est que en science, si vous voulez, il faut travailler, quoi. Il y a rien à faire. Oui. En maths, en physique, en biologie, vous êtes vraiment obligé de bosser. Ça s'invente pas. C'est vous en et philo, vous et votre bouquin. On peut passer la grecque de philo, ouais, vraiment être absolument. Ça peut être monacal à certains moments de votre vie. Oui. Voilà. Et là, on est vraiment obligé de bosser. C'est dur. Voilà. Et ça demande une quantité de travail qui est incompressible. Voilà. Donc, je pense qu'on est dans un monde ludique et un monde de consommation et qui est pas favorable au travail. Avec des chiffres qui, juste vous interrompre, 35% des Français, plus largement que la jeunesse, déclarent aujourd'hui croire aux théories du complot. Parce qu'on en revient à cela aussi, avec des théories les plus populaires en France. Ça, c'est l'Arcom qui a mené une étude passionnante il y a quelques mois. Alors, on en revient à de vieilles théories du complot. Vous les voyez s'afficher, l'existence d'un complot juif mondial. Alors ça, c'est le plus répandu. Les Américains qui n'ont jamais marché sur la Lune, par exemple, que Trump ait gagné en 2020 à la place de Joe Biden les élections américaines, que la CIA ou encore est à l'origine de l'attaque des tours jumelles. Ça fait sourire dans un esprit. Non, c'est atroce, non. Mais c'est vrai que 35% des Français puissent croire à certaines de ces théories, c'est effrayant. Et 15% de nos enfants sont platistes, pensent que la Terre est plate. Vous voyez ? Donc on pourrait continuer. Il y a eu une enquête de l'IFOP il y a 2 ans, disant que 8 Français sur 10 croient au moins à une thèse complotiste ou à une fake news, voilà, bon, peu importe. Et donc c'est vrai que les réseaux sociaux sont très très efficaces pour faire croire aux gens des choses qui sont fausses, et ça supposerait que l'éducation nationale s'empare vraiment de la question de l'esprit critique et de la science. Alors pas seulement l'éducation nationale, moi j'avais fait un papier sur le déclin de la science et sur la nécessité de revaloriser la science à l'école, et d'ailleurs pas seulement à l'école, aussi auprès des Français, les adultes. Et Rachida Dati m'a appelé en me demandant de venir la voir au ministère de la Culture. Je suis allé la voir au ministère de la Culture, je lui ai dit voilà, il faut que tu t'occupes absolument de ça, parce qu'il y a d'un côté l'éducation nationale, d'accord, mais de l'autre côté la culture, c'est une autre approche de la science. La culture, c'est beaucoup plus passionnant, si je puis dire.
qu'un cours de physique ou de biologie, quelquefois, qui est quand même très dur, travail. Là, ça peut être passionnant. Et je lui disais, il faudrait restaurer cette émission qui était géniale, les dossiers de l'écran, puisque, voilà, je lui dis, tu es la patronne aussi, en quelque façon, du service public. En tout cas, tu as une voix qui compte dans le service public. Pourquoi ne pas refaire des dossiers de l'écran, mais uniquement sur des grandes questions scientifiques? Voilà. Ça passionnerait les gens. On a des scientifiques merveilleux, on a des médecins, des biologistes, des physiciens qui sont formidables, qui sont capables de... Et un public demandeur. Et un public demandeur. Et les livres de vulgarisation scientifique, ça marche souvent très bien. Il y en a qui se... souvenez-vous du regretté Hubert Reeves, qui était formidable, qui nous racontait des choses. Quand on était gamin, on adorait ça. Bon. Et donc, je crois vraiment que le ministère de la Culture, au lieu de s'occuper uniquement des starlets et de l'avant-garde, devrait s'occuper de la vraie culture scientifique. De s'emparer de ces sujets. On parlait aussi... Ça n'a eu aucun effet. On parlait de l'intelligence artificielle, grand sommet. On continue d'en parler ensemble avec cette interview à nos confrères du Parisien et pas seulement de la presse quotidienne régionale. C'est une bataille d'indépendance parlant de l'intelligence artificielle. Voilà ce que déclare le président de la République. L'intelligence artificielle aussi dans nos classes. Oui. Une espèce d'apprentissage de la jeunesse, peut-être aussi à une forme d'esprit critique et scientifique. On continue d'en discuter. Des mots aussi très critiques du Premier ministre sur l'immigration, de ce qu'est l'identité, de ce qu'est être français. Oui. On en parle ensemble. D'accord. Petite pause de quelques minutes. À tout de suite. Très bien. Retour dans l'heure de Ferry et on continue de parler de cette éducation à l'intelligence artificielle. Je rappelle la sortie de votre livre qui fonctionne particulièrement bien. IA, grand remplacement ou complémentarité, on va en voir la couverture. À la veille aussi de ce grand raout international à Paris autour du président de la République. Le président qui s'empare de ce sujet peut-être un peu trop tard, c'est la critique que lui font certains de ses détracteurs. Lui, vous aussi, Luc. Hein. Il le dit, c'est une bataille d'indépendance, l'intelligence artificielle, il faut y aller à fond. On s'est quitté juste avant la pause en parlant de l'éducation nationale. La ministre de l'Éducation s'est aussi emparée de ce sujet, faisant le constat qu'aujourd'hui, tous les élèves y avaient accès, contre 20% des professeurs. Ça, c'est son constat. Et elle dit aujourd'hui, il faut que les lycéens bénéficient dès la rentrée prochaine d'une formation en ligne à l'intelligence artificielle. C'est la bonne manière de procéder, selon vous ? Non, parce qu'il faut lire la suite. Ce qu'elle dit, c'est qu'il faut centrer l'apprentissage de l'IA sur les biais et les limites de l'IA. Je dis bien les biais et les limites de l'IA. Je dirais exactement, mais pile poil le contraire si j'étais ministre de l'Éducation. Elle est dans la régulation, encore une fois. Elle est dans la régulation, que la régulation. Alors que ce qui est important dans l'éducation, c'est d'organiser la complémentarité entre professeurs IA, élèves IA. Je cite souvent des exemples, je vais pas radoter, j'en prends d'autres. En biologie, par exemple, en SVT ou en géographie, vous pouvez construire très facilement des jumeaux numériques d'un organisme entier, d'un organisme humain, d'un organe entier. Vous pouvez travailler dessus, donc en 3D. Vous pouvez voir des choses qui sont qui étaient invisibles jusqu'à aujourd'hui. Et vous pouvez faire comprendre 1000 choses sur la physiologie humaine, sur le fonctionnement des organes, etc. En géographie, vous pouvez montrer des paysages différents en fonction des climats, vous pouvez faire de la climatologie vraiment comme jamais auparavant, vous pouvez montrer ce que c'est que des tornades, des tempêtes, etc. Bon, on peut vraiment... C'est infini. On peut organiser la complémentarité en philo, en histoire, en lettres, en faisant ce qu'on appelle les commentaires de texte. Vous demandez à l'IA de traiter votre sujet, mais après, vous résumez ce que l'IA a dit, et ensuite vous complétez, vous critiquez, vous discutez. Bon, donc il y a 1000 usages de l'IA en complémentarité. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée d'aller voir les biais ? D'abord, il n'y a plus de biais aujourd'hui, donc si vous prenez les dernières versions de ChatGPT, il y a quasiment plus de biais, il n'y a plus d'hallucinations. Et les limites, mais qui va voir les limites ? Moi, je vais vous dire très clairement, parce que ça peut vraiment m'énerver. L'IA aujourd'hui, les dernières versions de ChatGPT par exemple, mais Gemini est très 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 fort, Claude 3 est très très puissant aussi, bon, ils sont des milliers de fois plus cultivés que moi. Et je suis pas totalement inculte. Donc comment je vais dire ils ont tous les livres du monde dans la tête, si je puis dire. Ils ont toute l'histoire de l'art, toutes les œuvres d'art, de musique, etc. Tous les documents. Ils ne vont cesser d'être encore plus intelligents. Évidemment. Et en plus, ils ont des algorithmes incroyablement intelligents, puisque je vous en parlais en dehors de l'antenne, mais une IA qui s'appelle Alpha Géométrie 2, c'est une IA de DeepMind, donc de Google, vient aujourd'hui d'être médaille d'or dans les Olympiades internationale de mathématiques, ce qui veut dire qu'on va avoir dans la décennie IA une IA qui sera au niveau d'une médaille Field. Vous
Voilà. Donc ça veut dire que non seulement elle a une culture qui est des millions de fois supérieure à la mienne, mais elle a des algorithmes d'intelligence. Donc on va demander à un malheureux prof de donner les limites de l'IA alors qu'elle le dépasse par tous les bouts. Ce qu'elle précise aussi, c'est que l'intelligence artificielle ne doit pas se substituer au travail de l'élève. Parce qu'on lui posait la question de est-ce qu'un devoir, une rédaction faite avec intelligence artificielle, c'est de la triche. Mais évidemment, c'est pour ça qu'il faut organiser la complémentarité. Encore une fois, c'est obligatoire dans la manière de procéder. Mais de toute façon, elle est là, l'IA, elle est dans la poche du gamin. Donc, alors on peut évidemment supprimer les téléphones portables à l'entrée des collèges, et je suis pas contre ça a priori. Quoique, si on veut les utiliser en biologie ou en géographie ou en histoire ou dans d'autres domaines, on en aura besoin. Mais évidemment, le jour de l'examen de maths, on va pas venir avec le portable et faire l'examen à sa place. Mais le seul moyen d'y arriver, c'est d'organiser la complémentarité. Et la complémentarité, il faut y réfléchir à ça, plutôt de dire on va réguler et vous montrer les biais de l'IA et les limites de l'IA. Mais alors que l'IA, elle est 100 fois supérieure aujourd'hui à moi et Elisabeth Borne réunies. Emmanuel Macron qui lui le dit, ce sommet, le sommet de Paris. C'est vrai que c'est assez fascinant. Ouais. On regarde ensemble ces images de robots. Je crois que nous sommes au Japon en fond d'écran là. C'est vrai que ce sont des visages. Ils sont absolument dingues, ouais. Humains. Voilà, on est en capacité de faire énormément de choses. C'est jamais été aussi ressemblant. Ils ont un QI de polytechnicien, d'agrégé de philo, d'histoire, de lettres et de biologie. Ils auront ça dans la tête dans 2 ans. Oui, absolument. Et quand le président dit que ce sommet donc demain, doit acter un réveil européen. Un réveil, ça veut dire aussi le sous-texte. On s'était peut-être un peu endormi. Oui. On a pris beaucoup de retard, Luc, sur le sujet. Oui, et sincèrement, c'est quasiment irrattrapable parce qu'on va accueillir donc des plateformes, des data centers, donc financés par les Émirats à hauteur de plusieurs dizaines de milliards. Pourquoi ils viennent chez nous, les Émirats ? J'en parlais avec un représentant, peut-être le patron même de Microsoft Europe l'autre jour. Il m'expliquait qu'en fait, eux, ils investissent 5 milliards aussi dans des data centers. C'est à cause du nucléaire français. C'est pas à cause de la CGT. Et de nos capacités à fournir de l'électricité en très grande quantité, de l'énergie propre, safe, nucléaire. Bon. Et donc, voilà. Mais c'est les Émirats qui s'installent. Ça fait absolument pas progresser l'IA française. Hein. Et donc, européenne. Mario Draghi a 1000 fois raison. Il faut qu'on investisse des centaines de milliards, pas des millions. Là, Madame von der Leyen, elle a annoncé, je crois, 56 millions, mais j'ai hurlé de rire. Trump, il annonce 500 milliards. Oui. Après, un peu parfois contredit aussi par un certain Elon Musk sur les sommes avancées. Non, mais c'est vrai qu'on est dans des... Non, pas exactement sur les sommes, pardon de vous dire comme ça. C'est pas l'État qui paye, c'est les entreprises, c'est plutôt ça. Voilà, c'est les entreprises qui vont payer. Mais néanmoins, le budget d'Amazon est 20 fois supérieur à celui du CNRS. Ouais. Voilà. Donc, on est très, très, très en retard. Et encore une fois, et là, bon, les mots, comme toujours, comme souvent avec Macron, les mots sont les bons. Il parle de souveraineté. De patriotisme. Il faut acheter l'IA française et européenne à chaque fois qu'elle existe. Mais il n'y en a pas. Il y a Mistral AI, point final. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une qui, aujourd'hui, semble-t-il... Et en plus, elle est financée par les États-Unis et à moitié achetée par les États-Unis. Elle n'est pas complètement satisfaisante non plus, non, visiblement. En plus, on compare un moustique à un éléphant. Voilà. Arthur Mensch, c'est génial, d'accord. Le gars, le petit polytechnicien qui a créé ça, moi, bravo, je lui dis, c'est formidable. Il va dans le bon sens, mais encore une fois, c'est un moucheron par rapport à un éléphant, si on compare à Gemini ou à Claude 3 d'Anthropic ou à ChatGPT. Et quand ChatGPT 5 va sortir, vous allez voir, ça va être un tsunami à nouveau. Et quand ils seront rentrés dans la tête des robots humanoïdes qu'on voit là, c'est les cols bleus qui seront attaqués. Donc il faut... J'ai lu la présentation du sommet de l'IA sur le site de l'Élysée, mais c'est consternant de bêtises. J'ai jamais rien lu d'aussi bête de ma vie. J'aime quand vous ne mâchez pas vos mots. Mais c'est pas possible d'être aussi bête. Par exemple, prenez le chapitre sur l'emploi, vous allez voir. Avenir du travail. Le mot chômage n'est pas prononcé, le mot emploi n'est prononcé qu'une fois. Écoutez bien, c'est prononcé uniquement dans la phrase qui dit on utilisera les outils de l'IA pour lutter contre les discriminations de genre à l'emploi. Comme si c'était ça le problème, alors que Goldman Sachs annonce 300 millions d'emplois supprimés dans la décennie qui vient. Mais c'est ça le problème, c'est pas d'aller lutter contre
contre les discriminations de genre à l'emploi. Mais ils sont cinglés, quoi. Ils sont complètement à côté de la plaque. C'est pas la bonne manière de procéder. Quand je dis que c'est une bêtise crasse, excusez-moi, mais tous mes copains qui travaillent sur l'IA le disent aussi. Ils sont consternés. On est dans un sommet qui est uniquement consacré à la morale et à la régulation d'innovation qu'on ne crée pas nous-mêmes. Alors qu'encore une fois, le rapport Draghi dit très bien, il faut investir des dizaines, voire des centaines de milliards dans la troisième révolution industrielle. Avec malgré tout, pardonnez-moi, de vouloir un peu de régulation dans ce qui est en train de se développer, il faut quand même qu'elle existe un petit peu, au vu de ses possibilités. Non seulement il faut qu'elle existe, développe. mais elle est urgentissime, simplement ils ne le font pas, c'est ça le pire. Ouais. Vous regardez l'IA Act, les deepfakes ne sont pas vraiment régulés. Voilà. Or l'urgence absolue, c'est les vidéos fausses. Encore une fois, je peux mettre la tête d'une gamine de 3e sur un film X et foutre sa vie en l'air. Je peux faire croire qu'un mari trompe sa femme, je peux faire croire ou l'inverse, ou qu'un chef d'entreprise met son argent en Suisse, je peux faire croire que Madame Mélanie insulte Macron alors que c'est pas vrai, et donc je peux faire des choses épouvantables, et il y a quasiment rien là-dessus dans l'IA Act. À nos téléspectateurs, donc en plus ils parlent de régulation mais ils la font même pas. À nos téléspectateurs qui nous regardent, en préparant cette émission, c'est vrai que sur certaines applications, vous pouvez commander à l'application, je ne sais pas, la photo de François Bayrou sur un cheval dévalant les pistes du Nicaragua, et l'application en temps réel, ça a été fait sous mes yeux, effectivement la produit. C'est assez fascinant et... Mais vous pouvez faire bien pire que ça. Et bien pire que ça, mais donc effectivement un peu effrayant à certains mais ça, c'est égards. L'urgence absolue. Et ça, c'est l'urgence. Totalement d'accord avec vous, mais ils le font même pas. Voilà. Et là, on parle de communauté internationale qui va réguler, mais ils sont malades mentaux. Il n'y a pas de communauté internationale. Invitez Védrine, il vous dira ça n'existe pas la communauté internationale. Est-ce que vous croyez que Daesh, l'Iran, l'Afghanistan, la Chine et Poutine ont le même agenda que la France ou que l'Europe? Certainement pas. Donc c'est une blague. Voilà. La communauté internationale va réguler pour qu'on ait une IA de confiance, mais il n'y a pas de communauté internationale. Si nous arrêtons, nous Européens, pour réguler, la Chine continue, Poutine continue, Daesh qui est très bon continue, l'Iran qui est très bon continue, etc., etc. Il ne régulera pas avec nous. Mais évidemment. Et vous croyez que les régulations européennes, ça va les faire bouger enfin bon. Non, mais ça m'en fout parce que nos dirigeants sont pas bons. Et je sais que ça vous tient très à cœur, effectivement. Ils sont vraiment pas bons. À ce moment de l'émission aussi, parlons de la situation politique, loin du président français qui se tient très à l'écart de tout ce qui se passe, même s'il regarde ça de près. Il y est. François Bayrou, il lui aura fallu 2 mois pour cocher enfin la case du budget sur sa feuille de route. Ça y est, le budget est passé via 49.3 et il a échappé à la motion de censure. Vous dites quoi? Bien joué François Bayrou, plutôt habile sur ce coup. Non, mais j'ai parié avec tous mes amis, d'ailleurs ils me doivent quelques bouteilles, maintenant que Bayrou franchirait le cap. Oui, j'ai pris les paris qui franchiraient le cap. Et évidemment que c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. C'est une bonne chose si on considère que la stabilité politique, c'est l'essentiel. Oui. Et beaucoup de chefs d'entreprise le pensent, parce que on sait très bien que l'économie est complètement à l'arrêt, que les PGE sont pas remboursés, qu'il y a des faillites d'entreprises, notamment de PME, donc tout ça est quand même dans une situation épouvantable à cause de cette foutue dissolution. Et donc il fallait en effet rétablir la stabilité. Et Bayrou est l'homme de la situation, je l'ai toujours dit. Alors je ne vais pas recommencer à être méchant, je vais pas dire que mais c'est vrai qu'il est capable de parler à la droite, à la gauche, et même au Rassemblement national avec la subversion migratoire. Il a dit les mots qu'il fallait dire pour qu'il n'ait pas la censure. Très bien, mais il n'empêche que le budget est calamiteux, qu'il est catastrophique, et que Bernard Arnault et les 3-4 chefs d'entreprise qui se sont exprimés à côté de lui ont raison. Voilà. Et lui-même le dit. Évidemment. Lui-même, on l'écoute, c'était à la tribune à l'Assemblée cette semaine, lui-même constate que son budget est plus qu'insatisfaisant. Évidemment, il le sait. Nous avons un budget imparfait. Et je voudrais dire à ceux qui l'ont remarqué que notre but, notre intention est que ce budget, l'année prochaine, si nous arrivons à remplir les objectifs que nous nous sommes fixés, ce budget ne soit pas le même.
Possible ou pas possible? Non, c'est pas vrai. Là, le début est vrai. Le budget est imparfait. En vrai, il est calamiteux. Parce que on va encore augmenter les impôts sur les entreprises qui gagnent de l'argent. Et ce que les gens de gauche ne comprennent pas, même souvent des gens intelligents, ils comprennent pas que c'est les pauvres qui vont déguster. C'est pas le patron. Parce qu'avec une croissance qui ne va pas être au rendez-vous. Avec une croissance faible, le chômage va augmenter, la masse salariale sera serrée. Quand une grande entreprise comme LVMH sera contrainte de payer 800 millions d'impôts en plus, il est évident que les gens qui travaillent, qui dirigent la boîte, vont serrer les boulons. Donc c'est pas le big boss, c'est pas les grands patrons qui vont déguster ils peuvent pas. De toute façon, c'est pas une question d'argent personnel pour eux. Ça a pas de sens. Bon, donc j'essaie toujours d'expliquer ça à mes camarades de gauche, mais ils ont beaucoup de mal à comprendre que ce budget-là, c'est un budget anti-pauvre et c'est un budget anti-croissance, donc anti-pauvre et pro-chômage. Voilà. Donc dans la configuration actuelle, mais il peut rien faire, Bayrou. Les vœux du Premier ministre pour un budget meilleur l'an prochain, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens puisque sans majorité absolue, il refera le même budget. C'est un budget qui sera un mélange de gauche et de Rassemblement national. Un mauvais budget. Voilà. Sauf si une nouvelle dissolution intervient et donne une majorité. Oui, mais dans ce cas, ce sera une majorité au Rassemblement national. Il n'y a pas d'autre parti qui peut avoir une majorité. En tout cas, en l'état, vous dites durer à tout prix ou stopper le déclin. C'était l'une des questions dans l'un de vos éditoriaux ces derniers jours. Oui, aujourd'hui, ce qui est impressionnant de noter, c'est que dans les enquêtes d'opinion, 6 Français sur 10 sont plutôt satisfaits que la motion de censure ait été rejetée. En revanche, les perspectives des Français, 62% estiment que le gouvernement va dans la mauvaise direction. Comment comprendre une forme de dichotomie entre... Exactement comme ce qu'on vient de dire, parce que si on privilégie la stabilité politique, on est content, et si on privilégie la lutte contre le chômage et pour la croissance, on n'est pas content. Voilà, donc c'est normal que le partage se présente comme ça. Moi-même, je trouve que le budget est catastrophique, et en même temps, je suis content qu'il y ait la stabilité politique. Ouais. Voilà. Avec un François Bayrou qui a plutôt, vous le disiez, manœuvré ou en tout cas discuté avec le Rassemblement national et le Parti socialiste. Et bien sûr, il est parfait pour ça. Comment qualifier ce qui s'est passé cette semaine, cette émancipation, cette décision du Parti socialiste? Je dis que c'est la fin de la Ve République, c'est surtout ça vraiment. Fin de la Ve, bien sûr. C'est la fin. Bien sûr. Bon, non, c'est pas évident, pardon. Mais c'est la fin de la Ve République est dans les tuyaux, puisque sans majorité absolue, vous ne pouvez rien faire de courageux. Courageux, ça veut dire quelque chose qui n'est pas dans la faveur démagogique de l'opinion publique. Même Mitterrand a été courageux quand il a supprimé la peine de mort avec Badinter. Parce qu'il n'avait effectivement pas l'opinion avec lui. Ça, c'est le vrai courage. Ouais. Voilà. C'est, à mon avis, le seul courage qu'il a eu. D'ailleurs, mais là, il a été courageux. Si sur l'Europe, quand on fait quelque chose pour son pays, pour le bien commun du pays, pour l'intérêt général, quitte à ce qu'il y ait une majorité de Français qui ne le comprennent pas. Mais ça n'est possible que si on a une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Si on n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, le budget de l'année prochaine, ce sera le même, peut-être même pire. Voilà. Et encore une fois, quand je dis majorité absolue, je parle d'une majorité, disons, de droite social-démocrate. Voilà. Bon, donc de gens qui comprennent un peu l'économie. Voilà. Et donc qui comprennent un peu que si on pénalise les entreprises, ça crée du chômage. Par exemple, des choses un peu. Bon, il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour le comprendre. Voilà. Et donc je pense que c'est la fin de la Ve République. Et moi, je l'attends parce que je trouve que les habits du général de Gaulle sont beaucoup trop grands pour les présidents normaux. Voilà, je vais pas être désagréable, mais pour les petits êtres qui veulent nous guider, bon, et qui sont nombreux sur la ligne de départ. Ils se battent entre eux. Oui. Mais je suis désolé, voilà, je vais pas te citer de nom, mais rien ne ressemble ni à Louis XIV, ni à Clémenceau, ni à De Gaulle. Voilà, bon, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Bon, donc les habits du président de la République, de la Ve République, sont trop grands pour les personnes normales d'aujourd'hui. Je vais éviter d'être désagréable. Au-delà de ça, et par ailleurs, le système majoritaire qui était censé nous protéger de la proportionnelle 4e République ne nous en protège pas, puisqu'on est en pleine 4e République, avec 6 partis qui se tirent les draps chacun tire les draps vers soi et se fout comme de l'an 40 de l'intérêt général. C'est ça qu'on vit à l'Assemblée aujourd'hui. Et avec juste un dernier mot sur c'est mort. Ce qu'a fait le Parti socialiste, qu'a fait Olivier Faure, Boris Vallaud, en ne votant pas avec la France insoumise, c'est la fin du nouveau Front populaire. On en est à
rassurer certains. Mais pourquoi ils ont voté avec lui avant, sinon pour être élu? Donc tout ça est quand même misérable, c'est minable. Voilà. Et donc je suis désolé. Olivier Faure, c'est pas François Mitterrand. Moi, je suis pas un fan de Mitterrand. Je pense qu'il a été très nuisible, sauf sur les points que je viens d'évoquer. Mais néanmoins, c'était un homme d'État. C'est pas, voilà. Vous voyez bien que on descend l'escalier et encore une fois, je vais pas être plus méchant que ça, mais on a affaire à des gens normaux, voilà. Donc ils n'ont pas à enfiler les habits du général de Gaulle ou même ceux de Pompidou, de Mitterrand ou même de Chirac. Si je poursuis à l'extrême votre raisonnement précédent sur le courage en politique, finalement, elle est peut-être contre aussi l'opinion publique est majoritaire. Oui. Est-ce que vous diriez que le débat qui est en train de s'imposer, ce n'est pas une nouveauté, mais sur l'immigration, sur les questions de savoir ce qu'est être français, qui prend un relief très particulier ces derniers temps, c'est finalement pas si courageux? 80% des Français étant favorables à ce qu'on limite l'immigration et à ce qu'on vire les OQTF, il n'y a aucun courage à aller dans ce sens-là. Et donc Retailleau le fait très bien, mais c'est pas à proprement parler du courage. Moi, je le défends à fond. Je trouve qu'il s'en tire très très bien. J'ai de l'amitié pour lui, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il est porté par l'opinion publique aujourd'hui. Être courageux, j'y reviens, c'est quand même prendre des décisions contre l'opinion publique quand on est certain qu'elles sont Raymond Barre, qu'elles vont dans le sens de l'intérêt général. Ou encore une fois, moi j'ai cité exprès François Mitterrand sur la peine de mort ou sur l'Europe parce que François Mitterrand n'était pas ma tasse de thé. Je n'ai jamais voté pour lui. J'ai voté pour Giscard évidemment. Et donc je le dis très clairement. Et donc j'aime bien dire du bien de gens qui sont pas de ma famille politique parce que c'est plus objectif comme ça. Sur la question, évidemment, je le disais, dans l'air du temps, sur la question du droit du sol. Le droit du sol va être réformé à Mayotte. Gérald Darmanin veut aller beaucoup plus loin. Il n'est pas le seul à réformer le droit du sol en métropole, concernant toute la France et tout le territoire. François Bayrou, interrogé par nos confrères de RMC ces dernières heures, le dit, il faut un débat plus large que le droit du sol, un débat sur qu'est-ce qu'être français? Voilà de ce que dit à 7h le Premier ministre. Dans quel cadre aura lieu ce débat? C'est quoi? C'est du centrisme pur jus. Lui qui quand même déclarait il y a pas si longtemps, en 2009, Nicolas Sarkozy était alors président de la République, il disait finalement que l'identité nationale n'appartient pas aux politiques et que rien n'est pire que d'en faire un sujet d'affrontement politique, surtout quand par ailleurs on laisse abîmer l'image de la France. C'était les mots de François Bayrou alors que Nicolas Sarkozy était président. Là, il y a quoi? Il y a une volonté de total changement de pied sur le sujet. Il a besoin du Parti Socialiste et du RN. Voilà. Donc, et encore une fois, Bayrou, c'est l'incarnation même du centrisme. Il l'a toujours été. Il est centriste jusqu'au bout des ongles et c'est ce qui fait qu'il est l'homme de la situation puisqu'il peut discuter avec le Parti Socialiste et avec le Rassemblement National. Donc, à chaque fois, il donne les petits mots. Et comme c'est un homme très habile et très intelligent, il donne chaque fois les petits mots qui font qu'il puisse s'adresser aux uns et aux autres. Le risque aussi, c'est d'être dans l'incantation, l'effet d'annonce, et que rien ne se concrétise dans un temps plus ou moins long. Mais bien sûr, simplement, il se trouve que son intérêt personnel, qui est de durer, rejoint l'intérêt général, qui est la stabilité politique, si on met ça avant tout. Moi, j'ai des doutes aussi sur le fait de mettre ça avant tout. Je pense qu'il y a un moment où, encore une fois, il faudra sortir de la Ve République. Ce que j'attends de Bayrou, si jamais il a un tout petit moment de courage dans sa vie, parce que, je ne vais pas être méchant, mais il n'a jamais fait aucune réforme. Jamais. En 42 ans de vie politique, citez-moi une seule réforme Bayrou. Rien. Bon, donc si Bayrou veut faire quelque chose d'utile, eh bien, il fera la proportionnelle. Voilà. Déjà, on ira vers une sortie de la Ve République. Voilà. Et moi, je souhaite qu'on sorte de la. Moi qui l'ai défendue depuis toujours, je souhaite qu'on en sorte parce qu'elle n'a plus de sens aujourd'hui. Sur la question migratoire, vous pensez que les Français sont prêts à ce débat récurrent. Vous parliez des sondages. Il y a une volonté d'avancer sur le sujet. Oui, bien sûr. Mais comment faire? Comment va-t-il procéder avec un débat à ce point hystérisé? Bruno Retailleau était sur notre antenne cette semaine, un long entretien face à David Pujadas, et on voit à quel point la moindre... Alors, j'allais dire sortie de champ, ça c'est ses détracteurs qui le disent, mais la moindre début d'initiative, d'idée sur le sujet, il est taxé de fasciste ou de racisme. Dans une France aussi fracturée, est-ce que le sujet peut
peut trouver une forme de consensus? Ou c'est impossible? Non, on peut toujours passer par un référendum, mais comme on connaît la réponse, c'est uniquement de la communication politique. Ça peut être utile pour justifier une action politique, mais on sait très bien quelles sont les réponses, on les connaît déjà. Mais ce qui se passe aujourd'hui en France, et c'est la faute en grande partie de cet éclatement haineux, si je puis dire, du paysage politique, c'est que tout est radioactif. Ouais. Et vous ne pouvez plus toucher à rien. Moi, quand je vous parle ici, je mesure, même, alors je parle quand même très cash, mais je mesure chaque mot, parce que je sais qu'il suffit d'un rien. Tous mes camarades ont eu un procès. Voilà. Finkielkraut procès, Houellebecq procès, Pascal Bruckner procès. Bon, Michel Onfray n'a pas eu le droit d'aller faire une conférence dans un collège, là, il y a quelques jours, parce que les profs de gauche se sont révoltés contre lui, alors qu'il vient de l'extrême gauche, le pauvre Michel. Et ça, vous le déplorez évidemment en tant qu'amoureux de la pensée libre. C'est dingue, voilà. Ouais. Et on risque tous, et vous aussi, dès que la parole est publique, chaque mot, tout est radioactif. Voilà. Chaque communauté, toute la France est structurée en communautarisme, que ce soit des communautarismes de genre, de sexe, de religion, d'ethnie, de ce que vous voulez. Il y a des communautarismes partout qui sont incroyablement susceptibles et qui se mettent en colère pour tout et n'importe quoi. Donc en effet, on est obligé, quand on parle en public, de mesurer chaque mot, et ça devient, voilà, la censure, en fait, elle est dans la société civile aujourd'hui. Elle est pas, on parlait de la police de la pensée avant. Aujourd'hui, c'est la société civile qui censure l'expression libre. Et donc, je crois pas qu'un référendum sur l'immigration ait beaucoup de sens. Sinon, encore une fois, pour appuyer une politique, mais on sait déjà quelles sont les réponses aux questions qu'on va poser, puisqu'on sait très bien que 80% des Français, et contrairement à ce que dit Bayrou, c'est pas simplement un problème quantitatif, c'est évidemment d'abord et avant tout un problème qualitatif. Voilà. Oui, de savoir choisir les personnes que l'on reçoit sur notre territoire. Ce qui a laissé des traces, c'est ce qui a rendu les Français, y compris à gauche, beaucoup de Français à gauche pensent aussi que l'immigration n'est pas une chance, non, est plutôt une catastrophe, parce qu'ils pensent évidemment à l'islamisme. C'est pas la peine de tourner. Ils pensent au père Hamel, ils pensent à Charlie Hebdo, ils pensent à Nice, ils pensent à Dominique Bernard. Sauf que ça ne doit pas réduire à la question migratoire non plus, parce que il y a eu des formidables exemples d'intégration. Mais c'est pour ça que Madame Meloni a eu raison. Ouais. Elle a augmenté l'immigration légale et diminué l'immigration illégale de 65%. Voilà. Et donc, bien sûr qu'il y a eu des vagues migratoires formidables et on a tous des étrangers dans nos familles. On est tous plus ou moins mélangés. Mais le problème, encore une fois, c'est le Bataclan, c'est Nice, c'est Samuel Paty, c'est Dominique Bernard, c'est Charlie Hebdo, etc., etc. J'en passe. Et puis ce qui se passe en Allemagne, ce qui s'est passé en Allemagne et un peu partout. Voilà. Et donc, c'est d'abord et avant tout un problème qualitatif. C'est pour ça que les Français sont... C'est pas vrai, ils sont pas racistes. Ouais. Simplement, ils se disent, on fait entrer 500 000 personnes légales par an. Et des centaines de milliers d'illégaux en plus, on ne sait pas trop dire. Il y a des gens qui disent 200 000, d'autres 700 000. Avec des obligations de quitter le territoire qui ne sont pas appliquées pour la très très grande majorité d'entre elles. Évidemment, 93% des OQTF ne sont pas appliqués. Le choix des mots, bien que les gens disent, mais bien sûr, avec vous, Luc, Gérald Darmanin, concurrent, collègue d'un certain Bruno Retailleau dont vous chantez les louanges, il dit être français, ça ne peut pas être non plus le hasard de la naissance. Il a l'art de la formule en disant aussi que le droit du sol n'appartient pas ce sujet-là n'appartient pas au Rassemblement national. A-t-il raison de dire cela ? Non, mais il faut quand même être clair, le droit du sol n'a jamais existé en France, donc il faut quand même éviter quand même les caricatures. Ouais. Il y a toujours un certain nombre de cliquets, il faut un certain temps, il faut certaines conditions pour avoir la nationalité française. Bon, maintenant, moi ce qui me gêne, c'est que on a une loi Macron qui veut légaliser les sans-papiers pour aider les métiers en tension. Bon, c'est quand même très bizarre qu'on fasse une loi pour légaliser des choses illégales. Voilà, moi je trouve que ça fait quand même problème, ça mérite quand même réflexion. Voilà, je préfère ce que fait Madame Meloni. Encore une fois, je trouve que combien de fois on a dit quand elle est arrivée fasciste, mais mussolinienne, était épouvantable. Bon, cette dame est totalement dans les clous de l'état de droit, des cadres de l'Union européenne, et sur l'immigration, elle a réussi ce que la France n'a jamais réussi à faire. Voilà, donc et je pense que Retailleau, il regarde vers elle tous les jours pour voir, enfin peut-être pas tous les jours, mais en tout cas beaucoup pour voir comment elle travaille, voilà. Mais c'est vrai que tous mes copains de gauche me l'ont présentée comme une fasciste mussolinienne, ce qui est absolument pas le cas. Ouais. Dernière minute de cette émission, Luc, la tradition, c'est quoi ? C'est la photo de la semaine. Regardez ce panneau de ville, la Négresse. Le tribunal administratif de Bordeaux a tranché. Il a annoncé que le quartier de la Négresse à Biarritz va devoir changer de nom. La ville a 3 mois afin de rebaptiser son quartier. Ouais. Que vous inspire cette
cette affaire. C'est la logique des révolutions totalitaires depuis toujours. On efface le passé, on change les noms de rues, on efface les noms. En Chine, on a détruit des milliers de temples bouddhistes et taoïstes. Pareil, évidemment, les Khmers rouges. En Russie, on a détruit des églises, etc. Bon, c'est complètement idiot parce qu'il faut garder le passé pour pouvoir le critiquer. Il faut pouvoir dire aux enfants, voyez, c'est horrible, ça s'appelle la négresse, parce qu'à l'époque, on employait ce mot, on parlait comme ça. Mais si on le supprime, mais bien sûr, on ne peut plus en parler. Déboulonner. Mais bien sûr, c'est idiot. Il faut garder absolument les traces du passé pour que, justement, on fasse comprendre une chose que Jürgen Habermas, le grand philosophe allemand, j'en avais beaucoup parlé avec lui, j'avais même traduit ses textes, enfin, peu importe. Et c'est des souvenirs qui reviennent, mais ce qu'il appelle le patriotisme, enfin, je vais le dire comme ça, ce que disait Habermas, c'est que ce qu'il faut absolument garder pour l'Allemagne, c'est la culpabilité par rapport au nazisme, la culpabilité par rapport à ce mot, qui est un mot affreux. Oui. Donc la culpabilité pour pouvoir, du point de vue où nous sommes aujourd'hui, trier le bon grain de l'ivraie dans notre passé, dans notre tradition. Mais si on gomme le passé comme font tous les totalitaires, on peut même plus trier. On peut plus expliquer à nos enfants qu'on parlait comme ça, que c'est pas bien. Mais c'est idiot, vraiment. C'est navrant, quoi. Mais bon, le syndicat de la magistrature... Voilà. Merci beaucoup, Luc Ferry, pour cet échange passionnant.